Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. C'est le 19h sur Eden TV. Voici le sommaire de cette édition. À suivre dans ce journal, la signature d'accord entre le Bénin et la Fondation Malta Cross International de l'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Chevalier de Malte, Fédération des prieurés autonomes. L'atelier de validation de l'étude diagnostique du système d'administration du travail en République du Bénin a démarré aujourd'hui. C'est une étude qui vise la redynamisation de l'administration béninoise. Les détails dans un instant. Et hors de nos frontières, libération de 4 ministres civils au Soudan sous l'ordre du général Abdel Fattah al-Burhan. La communauté internationale exhorte l'armée soudanaise à restaurer un gouvernement civil. Voilà pour le sommet, le développement c'est maintenant. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a signé ce matin à Cotonou l'accord d'une unité qui se chargera de l'assistance sanitaire du personnel de l'aéroport international Bernardin Ganti et du personnel des douanes et de la police des frontières. Et c'est à travers un protocole d'accord entre le Bénin et la Fondation Malta Cross International de l'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Chevalier de Malte, Fédération des prieurés autonomes. Aristide Setti pour le compte-rendu. Signature d'accord ce vendredi entre le Bénin et la Fondation Malta Cross International de l'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Chevalier de Malte, Fédération des prieurés autonomes. Cet acte officiel va permettre d'installer dans les tout prochains jours l'unité médicale d'urgence de soins, de surveillance sanitaire et d'assistance au Bénin. Et c'est le chevalier, grand officier de Malte, grand prieur du Bénin, qui nous livre les missions de cette unité. Les missions de l'UMISA consisteront en la gestion et prise en charge des urgences médicales, l'assistance sanitaire aux voyageurs, l'assistance au respect et à la mise en conformité du règlement sanitaire international, l'assistance médico-légale au service des douanes et de la police et les missions diverses. Pour le ministre des Affaires étrangères de la coopération, cette unité sera d'une grande utilité pour la République du Bénin. L'opérationnalisation de cette unité revêt pour nous une très grande importance. Non seulement nous serons attentifs à sa réalisation, mais nous serons très attentifs aussi à sa gestion efficace, à son maintien aux standards internationaux, puisque l'aéroport est par excellence le lieu où l'on peut mesurer le respect des standards internationaux dans un État moderne. Je peux vous donner l'assurance que le gouvernement de la République jouera sa partition, fera en sorte que cette initiative soit fructueuse et que dans quelques années, nous soyons tous fiers d'avoir été témoins ou acteurs à un titre ou à un autre d'une belle et grande initiative. Le gouvernement du Bénin a pris le ferme engagement de jouer sa partition pour la réalisation et l'installation de cette unité pour le bien-être des voyageurs et le personnel de l'aéroport international Bernardin Ganti d'une part et le personnel des douanes et de la police républicaine des frontières d'autre part. Je vous l'annonçais en titre, le directeur adjoint de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique a procédé ce matin au lancement de l'atelier de validation de l'étude diagnostique du système d'administration du travail en République du Bénin, une étude qui vise la redynamisation de l'administration béninoise. Le compte rendu avec Samson Oké. Après plusieurs mois de l'étude diagnostique du système d'administration du travail au Bénin, les acteurs se retrouvent pour procéder à sa validation. Pour la directrice générale du travail, l'objectif visé par cette étude est bien précis. L'objectif visé en initiant cette étude est de moderniser le système d'administration du travail de notre pays en vue de rendre son fonctionnement harmonieux et plus opérationnel.
De façon spécifique, il s'agira de réaliser le diagnostic du système et de définir des stratégies idoines pour atteindre les objectifs fixés, tout en relevant in fine les défis qui s'imposent à cet effet. Cette étude, portée par le Bureau international du travail BIT, est une demande du ministère du Travail et de la fonction publique. À l'occasion de sa validation, le BIT a réaffirmé sa volonté d'accompagner les acteurs jusqu'à la fin du processus. L'activité de ce jour reste une démarche de structuration des actions et activités relatives aux matières dont le département du travail et d'autres ont la charge. Elle est une approche de rationalisation et de planification et donc d'efficience et de performance. C'est pourquoi le BIT est et sera à vos côtés pour vous appuyer dans cette initiative qui a pour principale ambition de rendre plus lisible le but, d'éclairer le chemin tout en précisant les moyens pour y aller. C'est le directeur adjoint du cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique qui a procédé, au nom du ministre, au lancement officiel des travaux de cet atelier. À l'issue de cet exercice critique et des conclusions de vos assises, le cabinet ministériel va considérer que le processus est bouclé. Je profite pour inciter les consultants de façon très diligente à prendre en compte vos divers. Pour la réussite de cette mise en œuvre, je compte déjà sur nous tous, sur l'engagement, sur la mobilisation des acteurs, afin que chaque partie prenante joue efficacement sa partition pour des résultats probants. Au terme de cette assise de 24 heures, des conclusions seront retenues. Aussi, des solutions seront-elles trouvées aux dysfonctionnements relevés pour une modernisation du système d'administration du travail au Bénin. En bref, la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA au Bénin s'ouvre lundi prochain à Cotonou. La phase technique permettra d'évaluer la mise en œuvre effective de 116 tests réglementaires ainsi que 8 projets communautaires pour un montant de près de 34 milliards de francs CFA. Selon le communiqué de la direction de communication de l'UMOA en date du 28 octobre, la revue réalisée en 2020 a permis de noter globalement des avancées en matière de transposition et d'application des réformes communautaires à l'échelle de l'Union. Les performances enregistrées par le Bénin en 2020 révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77%, comme ce fut le cas en 2019. Instituée par acte additionnel de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 24 octobre 2013, la revue annuelle a pour objectif de favoriser l'accélération de l'application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration régionale. Elle est placée sous la présidence des premiers ministres ou chefs de gouvernement et sous la tutelle des ministres en charge des finances. Cotonou abrite depuis hier et ce jusqu'au 17 novembre le 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. 200 candidats venus de plusieurs pays africains, notamment des maîtres assistants CAMES, prennent part à cette compétition. Et c'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Clémence Tonoucoin pour le compte-rendu. 200 candidats intervenant dans les universités africaines avec le grade de maître assistant CAMES prennent part à cette compétition bisannuelle. Ils prétendent au grade de maître de conférence agrégé du CAMES après accréditation de leurs compétences dans les disciplines juridiques, politiques, économiques ou de gestion par un jury composé pour la circonstance. Les candidats qui seront retenus à l'issue d'une série de 3 épreuves, toutes éliminatoires, auront pour mission de transmettre le savoir dans les universités africaines. Ce concours permet de distinguer ceux qui, par leur capacité scientifique et pédagogique, auront la lourde tâche d'enseigner aux générations présentes et futures,
puis de contribuer à l'élaboration et à l'enracinement de la doctrine. Car, aussi difficile et même impitoyable que cela soit, ce concours, il est un formidable mécanisme de recrutement d'enseignants qualifiés dans nos universités. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, représentant le chef de l'État dans son discours d'ouverture, a rappelé les récentes réformes engagées par le Bénin dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce concours nous permet, pays membres du CAMES, d'avoir un vivier d'excellence pour notre système universitaire. En effet, les défis économiques, sociaux et culturels de notre monde interconnecté et concurrentiel rendent encore plus nécessaire un système universitaire performant, avec des esprits fins, structurés, imaginatifs, inventifs et au service de leur métier. Conscient de la nécessité d'un système universitaire performant, le Bénin a procédé, il y a encore seulement quelques semaines, sous l'impulsion du président de la République, le président Patrice Talon, à la rénovation de la gouvernance universitaire et du statut des enseignants-chercheurs. C'est donc naturellement que le Bénin a accepté d'abriter cette 20e session du concours d'agrégation pour la sélection des meilleurs en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. En abritant le 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES, le Bénin abrite ainsi pour la 3e fois cet événement scientifique et intellectuel après 1993 et 2009. Hors du Bénin, à présent, libération de 4 ministres civils au Soudan sous ordre du général Abdel Fattah al-Burhan peut être un pas vers une accalmie après la répression à Khartoum qui a visé les opposants du coup d'État militaire le 25 octobre dernier. La communauté internationale exhorte l'armée soudanaise à restaurer un gouvernement civil. Les précisions avec nos confrères de RT France. Un signe d'apaisement. Selon la télévision d'État, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a ordonné ce jeudi la libération de 4 ministres détenus depuis le coup d'État militaire il y a une dizaine de jours. Une annonce qui intervient peu après un entretien téléphonique entre le général et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le secrétaire général a encouragé tous les efforts visant à la résolution de la crise politique au Soudan et à la restauration urgente de l'ordre constitutionnel et du processus de transition soudanais. Peu avant, l'armée avait annoncé que la formation d'un nouveau gouvernement était imminente. Depuis le putsch du 25 octobre, de nombreuses manifestations d'opposants aux militaires sont violemment réprimées. Plusieurs civils y ont été tués. Il est sorti pour protester contre la détention du Premier ministre Hamdok, de ses ministres et des membres du Conseil souverain civil. Il faisait partie d'un groupe de jeunes qui se sont rassemblés pour manifester. Il était si spécial. Il a toujours été calme. Il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit à la maison ou avec ses amis. Il était si calme et n'a jamais causé de problème. Depuis 2019, ce pays classé parmi les plus pauvres de la planète opérait une transition avec un pouvoir partagé entre civils et militaires, dans le but d'organiser des élections libres à l'horizon 2023. Députés et sénateurs plus que jamais opposés sur l'extension du pass sanitaire. Quelques heures après le vote à l'Assemblée nationale, le Sénat a rejeté en bloc la nuit dernière le test du projet de loi vigilance sanitaire. Suivez. C'est l'ultime étape du parcours parlementaire de ce texte auquel, sans surprise, l'Assemblée nationale devrait donner son aval. Principal point de discorde entre députés et sénateurs, la date à laquelle le gouvernement va pouvoir recourir aux mesures de freinage de l'épidémie, dont le pass sanitaire. Les sénateurs avaient opté pour le 28 février, mais conformément aux vœux du gouvernement, la date a donc été ramenée au 31 juillet. Alors vous l'avez dit hier,
le Sénat a rejeté le texte par une motion de procédure, c'est-à-dire que les sénateurs n'ont pas examiné les dispositions. Un rejet justifié par le rapporteur LR Philippe Bas. Selon lui, l'obstination avec laquelle le gouvernement a refusé le dialogue avec le Sénat n'a laissé aucun espoir de voir évoluer ce texte. Plus globalement, l'opposition estime que l'exécutif refuse le débat sur sa politique sanitaire à quelques mois de la présidentielle. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Pendant 8 mois, tout va pouvoir se décider dans le Conseil de défense en irresponsabilité pénale. L'obstination avec laquelle le gouvernement a refusé tout dialogue avec le Sénat, la fin de non-recevoir qu'il a opposé à ses amendements, nous a laissé sans espoir de pouvoir faire encore évoluer le texte. Le gouvernement a peur d'un débat sur ce sujet à quelques semaines de l'élection présidentielle. Voilà pour l'opposition, des arguments rejetés par l'exécutif. Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime qu'un délai au 31 juillet permet visibilité et lisibilité dans la lutte contre l'épidémie. De leur côté, des sénateurs LR devraient déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. L'inter se poursuit, verdict attendu aujourd'hui du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire Alexandre Benalla. L'ex-collaborateur de l'Élysée est poursuivi pour des violences commises le 1er mai 2018 pour l'utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques et de port d'armes illégales. Reportage. Cette scène, filmée il y a 3 ans et dévoilée peu de temps après par le journal Le Monde, a provoqué un scandale politique. L'affaire Benalla. Place de la Contrescarpe à Paris, ce collaborateur de l'Élysée inconnu du grand public frappe violemment des manifestants lors d'un rassemblement ce 1er mai. Lors de son audition dans le cadre d'une commission d'enquête en septembre 2018, l'intéressé s'est défendu. Selon lui, son geste était nécessaire, c'était un réflexe citoyen et non pas un tabassage. Mais il a tout de même admis quelques torts. D'erreurs. Des erreurs que j'ai reconnues volontiers auprès de mes proches, auprès de mon entourage et que je reconnais publiquement devant vous. Et je l'ai fait également devant la justice. L'ex-collaborateur de l'Élysée est également poursuivi dans 2 autres affaires. L'utilisation de passeports diplomatiques utilisés en Afrique et en Israël après son limogeage de l'Élysée et un selfie dans un restaurant en 2017 où l'on aperçoit Benalla braquer une arme à feu en direction d'une serveuse. Lors du rapport de la commission d'enquête, des dysfonctionnements ont été révélés concernant le recrutement d'Alexandre Benalla. Un manque de suivi, semble-t-il, du collaborateur, du recrutement, puisque le recrutement n'a pas été fait avec un contrôle quelconque de ses antécédents, qui aurait peut-être permis de ne pas le recruter, jusqu'à son départ de l'Élysée, où on voit qu'il n'y a aucune suite à son départ pour récupérer les instruments de son travail, ce qui se fait pour n'importe quel salarié. Tout au long du procès qui s'est tenu en septembre dernier, Alexandre Benalla a défendu son innocence sur presque tous les faits qui lui sont reprochés. À ses côtés, Vincent Kras, ex-agent de sécurité du parti En Marche, et 2 commissaires de la préfecture de Paris ont également été poursuivis. L'un pour des violences commises lors de ce 1er mai et les 2 autres pour avoir transmis des images de vidéosurveillance à Benalla. Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre son jugement. L'ancien chargé de mission à l'Élysée risque jusqu'à 18 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende, 5 ans d'interdiction de toute fonction publique et 10 ans d'interdiction de port d'armes. Les tensions entre Pékin et Washington restent fortes. Dernière illustration en date, un rapport publié par le Pentagone dans lequel les autorités américaines disent redoubler le nombre de redouter, bien sûr, le nombre de têtes nucléaires que pourrait posséder la Chine d'ici quelques années. Un constat que nie la diplomatie chinoise et qui renvoie la Maison-Blanche à ses propres responsabilités en la matière. Suivez. Selon ce rapport du Pentagone, la Chine accroît ses capacités nucléaires plus vite que prévu. Selon les informations des autorités militaires américaines, Pékin pourrait disposer de 700 têtes nucléaires d'ici 2027, voire même de 1000 têtes nucléaires à l'horizon 2030. C'est un rythme d'expansion plus élevé que ce qu'indiquait le rapport annuel précédent du Pentagone, publié en 2020, des affirmations démenties par la diplomatie chinoise. Le rapport publié par le Pentagone, comme les précédents, ignore les faits et est rempli de préjugés. Les États-Unis se servent de ce rapport pour faire de la publicité autour de la menace nucléaire chinoise.
Il s'agit là d'une pure supercherie qui consiste à manipuler les mots et à confondre les images et les sons. Et la communauté internationale le sait bien, les États-Unis sont en fait la plus grande source de menaces nucléaires au monde. Ce rapport du Pentagone semble acter un changement de politique de la part de la Chine en ce qui concerne les armements nucléaires. Il s'inscrit aussi dans la rhétorique américaine sur la menace grandissante que constituerait Pékin. Washington avait déjà fait part récemment de ses inquiétudes concernant des essais chinois en matière de missiles hypersoniques. Et puis, cette semaine, le chef d'état-major des armées aux États-Unis a estimé pas probable le fait que la Chine attaque Taïwan dans les 24 prochains mois, tout en rappelant que les États-Unis avaient toutes les capacités de défendre l'île. Et puis, dans le même temps, Pékin demande des comptes à Washington après un accident survenu le mois dernier concernant un sous-marin américain en mer de Chine. La diplomatie chinoise met en doute la version avancée par les autorités américaines, une nouvelle démonstration que tous les sujets sont potentiellement source de tensions en ce moment entre les deux puissances. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve donc lundi.